on est face à une tentative de créer une réalité numérique, en fait, alternative, faite de nombres, hein, c'est ça que ça veut dire par numérique, qui n'est plus en rapport avec la réalité. Et c'est ce qu'on a perçu, nous, déjà dans les directives qui nous ont été données en réanimation dès le départ. On nous a dit il faut intuber précocement ces malades. Et il faut les mettre sur le ventre. Il faut pas du tout utiliser les systèmes d'oxygénothérapie à haut débit, l'Optiflow, etc. Il faut pas mettre d'humidificateur réchauffeur sur les ventilateurs, c'est-à-dire pas réchauffer l'air ni rien. Il faut mettre des filtres. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait toutes ces directives, une par une, étaient fausses. C'est-à-dire si on faisait l'effort de rester dans le réel, de rester dans la chambre des patients, de les traiter comme il faut, on se rendait compte qu'elles étaient même toxiques, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était recommandé par nos tutelles, les professeurs parisiens, les sociétés savantes, etc., en fait, ne correspondait pas à la réalité. Et il y a un moment où c'est devenu extrêmement douloureux, puisque, alors même qu'il n'y avait plus d'épidémie réellement en cours en France en termes de morbidité, de mortalité dans le courant juillet et août, on nous a dit il faut être masqué dans la rue. Alors qu'on nous avait dit que ça servait à rien. Donc, il y a vraiment une incompréhension. Et de cette incompréhension est née une sorte de colère, en fait, et la nécessité d'envoyer un appel aux collègues. Donc, moi, j'ai envoyé un appel au sein de mon institution à tous les soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, chercheurs, universitaires, pour dire est-ce qu'on peut mettre en place une structure au sein de l'assistance publique de réflexion critique sur la politique sanitaire. Et on ne sera pas d'accord, tous les uns avec les autres. Et c'est tant mieux. Mais peut-être qu'on peut en parler parce qu'il y a des choses qui me choquent. Et moi, j'ai besoin en tout cas de me mettre en lien parce que j'ai l'impression d'être isolé derrière mon écran, isolé derrière mon énervement, derrière YouTube, etc., de rien pouvoir faire. Et ça finit par me rendre fou, simplement. Et finalement, à cet appel-là ont répondu de très nombreuses personnes. De très nombreuses personnes qui ont répondu directement en disant oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et ce serait bien qu'on en parle. Et puis, il y a eu des réponses publiques, des gens qui ont répondu à tout le monde. Et ces réponses publiques, elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Sur la centaine de réponses que j'ai répondues, c'était une dizaine de personnes qui ont dit « Vous n'avez pas le droit de parler de ça. C'est dangereux. Vous êtes un dangereux complotiste. » Et j'ai rappelé chacune de ces personnes, un par un. Et je suis allé les voir, en fait, pour ceux que j'ai pu voir. Et certains ne m'ont pas ouvert leurs portes, ont refusé de répondre. Certains m'ont dit « Mais tu comprends pas, il va y avoir une troisième, une quatrième vague, on va tous mourir. » D'autres m'ont dit, tu sais, moi je veux pas réfléchir, il faut qu'on reste unis. Et donc je suis ce qu'on me dit de faire, point. Je veux juste appliquer ce qu'on me demande de faire. Et c'est intéressant parce que plus j'ai le temps à passer depuis, plus je me rends compte que ces réponses-là, la peur, la conformité et la docilité au protocole, le refus, et puis je vais vous parler d'un troisième type de réponse qui était, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je vais être agrégé bientôt, j'ai pas trop intérêt à l'ouvrir. Et donc, je te soutiens personnellement, je t'appelle, mais j'ai pas envie que mon nom figure nulle part et je viendrai pas aux réunions, etc. En fait, ces trois types de réponses-là, pour moi, sont les trois points de blocage clés à regarder le réel. La peur, la difficulté la volonté juste de pas réfléchir, parce que si vous réfléchissez, si vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'on vous demande de faire quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que vous devez vous positionner. Vous serez soit un résistant, soit un collabo. Tant que vous faites semblant que vous savez pas, vous pouvez faire, bon, ils font ce qu'ils peuvent, ouais, ils sont dépassés, ils ont peur des sanctions juridiques, etc. Vous pouvez faire semblant. Vous pouvez continuer à faire semblant et juste faire que les trains arrivent à l'heure. C'est le texte de Hannah Arendt que j'ai cité dans plusieurs entretiens, mais de Eichmann à Jérusalem, c'est-à-dire ce procès de Eichmann à Jérusalem dans les années 70 à peu près, où Tzahal vient rapter en Amérique du Sud Eichmann, qui est un dignitaire nazi qui était en charge de la logistique des trains, un ingénieur en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort, et il le ramène à Jérusalem pour le juger en public, avec les caméras de télé, etc., les journalistes. Et puis, plus l'interrogatoire place, plus les juges s'occupent de Eichmann, plus ils se rendent compte que c'est pas vraiment méchant en fait. C'est juste un abruti. Et lui, il le dit, moi j'étais en charge de la logistique des trains, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. Et elle a cette phrase qui est comme une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, elle va parler de l'extraordinaire banalité du mal. Et donc je pense qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont dans l'extraordinaire banalité du mal et qui surtout ne veulent pas le voir, parce que sinon,
ils devraient se positionner et qui devraient sortir de leur zone de confort. Et puis, il y a un troisième point majeur, à mon sens, qui est celui que si vous vous positionnez contre le discours dominant, vous pouvez être mis au banc. Vous pouvez être séparé. Vous retrouvez seul, une monade individualisée en orbite autour de la galaxie.